Nous vivons en pilote automatique. Nous respectons des horaires, des attentes, des promesses que nous ne ressentons pas, des relations qui nous étouffent et des silences qui pèsent comme des pierres. Nous nous réveillons fatigués, non pas à cause du corps, mais à cause de l'âme. Et pourtant nous continuons parce que nous croyons qu'il faut le faire, parce que nous avons peur de déplaire, de décevoir, d'être mal compris ou pire, d'être rejetés. Nous nous sommes habitués à vivre pour les autres, à regarder vers l'extérieur en quête de validation, à nous taire quand quelque chose fait mal, juste pour ne pas déranger, à sourire quand nous voulons crier, à nous adapter quand en réalité nous voulons nous échapper. Et tu sais quoi ? Cela a un prix, un très élevé, ta paix, ton identité, ta liberté. Ce n'est pas une vidéo de plus avec de jolies phrases ou des conseils décoratifs. Tu n'es pas ici pour qu'on te dise ce que tu sais déjà. Tu es ici parce que quelque part dans ton esprit, quelque chose en a assez. Quelque chose veut briser le moule, crier stop et recommencer cette fois de l'intérieur. Nous allons parler de 8 leçons qui ne vont pas caresser ton ego, mais qui vont te pousser à te regarder sans filtre, à lâcher ce qui ne t'appartient pas, à te reconnecter avec ta force. Parce que reprogrammer l'esprit, ce n'est pas seulement changer de pensée, c'est prendre le contrôle de ta vie, c'est arrêter de vivre de la culpabilité, de l'approbation ou de la peur et commencer à le faire de l'intention, de la fermeté et de la vérité, de ta vérité. Ce voyage n'est pas confortable, mais il est nécessaire. Il n'est pas doux, mais il est réel. Il n'est pas pour tout le monde. Mais si tu es arrivé jusqu'ici, tu sais déjà qu'il est pour toi. Prépare-toi. Ce qui suit n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Ce n'est pas de l'auto-assistance, c'est de la confrontation. Ce sont des principes stoïciens que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui. Mais ils ne servent à rien si tu les écoutes seulement. Ils servent si tu les fais tiens, si tu les portes dans ton corps, dans ta routine, dans ton caractère. Ici commence ton retour à la maison. Et cette maison, c'est toi. 1. Fais une pause quotidienne pour t'écouter sans distraction. Ton esprit est comme une ville bruyante à minuit. Même si tout le monde dort, le murmure ne s'arrête pas. Des klaxons invisibles de pensée, des lumières clignotantes d'inquiétude, des pas précipités de tout ce que tu n'as pas dit, de tout ce que tu as ressenti et que tu n'as pas compris. Si tu ne t'arrêtes jamais pour écouter le bruit, tu finis par croire qu'il est normal de vivre avec, et ce n'est pas le cas. Ce bruit constant t'éloigne de toi, de ce que tu ressens, de ce que tu penses, de ce que tu veux vraiment. C'est pourquoi la première leçon de ce chemin de reprogrammation mentale n'est pas de lire plus de livres, ce n'est pas de te remplir de phrases d'auto-assistance, ni de répéter des affirmations vides devant le miroir. La première leçon est unique. Arrête-toi et écoute-toi. Je ne parle pas de méditer 20 minutes avec de la musique zen. Je ne parle pas de partir à la montagne pour te retrouver. Je parle de quelque chose de beaucoup plus simple, mais infiniment plus puissant. 5 minutes d'honnêteté radicale par jour. 5 minutes pendant lesquelles tu éteins tout, même le besoin de répondre aux autres. 5 minutes pendant lesquelles tu n'es la fille de personne, ni l'employé exemplaire, ni l'ami qui soutient tout le monde, ni le partenaire qui est toujours disponible. 5 minutes pendant lesquelles tu n'as pas besoin de rendre des comptes, ni de plaire, ni de te cacher. Juste être avec toi et te demander sans fioriture, comment vais-je vraiment? Que ressens-je? Qu'est-ce que j'évite? La plupart des gens n'ont pas peur du silence externe. Ils ont peur de ce qui apparaît lorsqu'il n'y a plus de distraction. Parce que lorsque tu t'arrêtes, tu fais face à tout ce que tu as caché depuis des années. La tristesse que tu évites avec le travail, l'anxiété que tu calmes avec les réseaux sociaux, la colère que tu caches avec des sourires, le vide que tu combles avec la validation. Mais c'est là que réside le pouvoir. Parce que ce n'est que lorsque tu regardes en face ce qui te dérange que tu peux commencer à le transformer. Et personne ne peut le faire pour toi. Il n'y a pas de gourou, pas de partenaire, pas de thérapeute qui puisse t'écouter si tu ne te permets pas de t'écouter d'abord.
La philosophie stoïcienne parlait d'introspection quotidienne. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations chaque nuit pour réviser ses actes, ses émotions, son caractère. Non pas pour se punir, mais pour affûter son esprit comme un guerrier affûte son épée. Chaque pause était un moment pour nettoyer l'âme de la poussière de la journée, pour ne pas être l'esclave des impulsions, ni de ce que les autres attendaient de lui. C'est ainsi qu'il fonctionnait sa force, c'est ainsi qu'il cultivait sa maîtrise intérieure. Et c'est ce que tu peux aussi commencer à faire aujourd'hui. Mais écoute ceci clairement. Il ne s'agit pas seulement de t'asseoir et de penser, il s'agit de t'observer avec crudité, sans excuse ni décoration. De quitter le rôle de victime et d'assumer la responsabilité de ce que tu fais avec ce que tu ressens. Peut-être que tu es frustré et que tu ne l'admets pas. Peut-être que tu agis par peur et que tu te le déguises en logique. Peut-être que tu es épuisé de prétendre que tu vas bien. Et si tu ne te donnes pas une pause pour voir cela, ton esprit continuera à reproduire les mêmes schémas, les mêmes blessures, les mêmes autotromperies, comme un disque rayé que tu ne sais pas comment arrêter. La pause n'est pas une perte de temps. C'est le moment où tu reprends le contrôle. C'est quand tu arrêtes de réagir et que tu commences à répondre. C'est quand tu arrêtes de vivre par inertie et que tu recommences à habiter ta vie avec intention. C'est inconfortable, oui. Au début, tu voudras l'éviter, ça va te faire mal. Mais ce malaise est le signe que tu commences à briser la programmation automatique que tu portes depuis des années. Personne ne se transforme sans être d'abord mal à l'aise. 2. Ta limite n'a pas besoin de permission ni d'explication. Être une personne complaisante, c'est comme porter un sac à dos qui ne t'appartient pas tous les jours, juste pour que personne ne te critique de le laisser par terre. Ton dos te fait mal, tu es épuisé, mais tu souris. Non pas parce que tu te sens bien, mais parce qu'on t'a appris que dire non est synonyme d'égoïsme, que mettre des limites est une forme de rejet, qu'il faut être disponible, être gentil, être utile, même si tu te trahis de l'intérieur. Et c'est là que le problème commence. Parce que chaque fois que tu dis oui quand tu voulais dire non, tu cesses d'être toi pour devenir une version manipulée par la peur du conflit et le besoin d'approbation. Dire non devrait être aussi naturel que de respirer. Mais ce n'est pas le cas, parce que la culpabilité te paralyse, parce que tu penses que tu vas décevoir quelqu'un, parce que tu crains qu'on te catalogue comme froid, distant, ingrat. Mais ce que personne ne te dit, c'est que chaque fois que tu renonces à ton droit de refuser, tu paies avec ton temps, ton énergie et ton intégrité. Et cela, tôt ou tard, se paie. Dans une culture qui glorifie le sacrifice constant et applaudit celui qui ne se plaint jamais, apprendre à dire non devient un acte révolutionnaire. Mais pas un non furieux, plein de rancœur ou désireux de blesser. Je parle d'un non ferme, clair, sans fioriture, sans explications inutiles. Un non qui naît du respect de soi, pas du ressentiment. Un non qui met à sa place les exigences des autres et te redonne le contrôle sur ta vie. Parce que si tu es toujours disponible pour tout le monde, tu finis par être absent pour toi-même. La philosophie stoïcienne ne consistait pas à plaire au monde, mais à vivre selon tes principes. Épictète disait que nous ne sommes pas responsables de ce que les autres pensent, ressentent ou espèrent, mais nous le sommes de ce que nous choisissons de faire. Et souvent, la chose la plus sage à faire est de se retirer du devoir imposé et de choisir le devoir authentique, celui de prendre soin de toi, de protéger ta paix, de respecter ton temps, de préserver ton énergie. Cela ne fait pas de toi une personne égoïste, cela fait de toi une personne qui se prend au sérieux. Il y a ceux qui vont se fâcher quand tu commenceras à dire non. C'est inévitable. Surtout s'ils étaient habitués à ton silence, à ton obéissance, à ta disponibilité totale. Mais cette colère n'est pas la tienne, elle est la leur. Ne porte pas une culpabilité qui ne t'appartient pas. Et surtout, ne tombe pas dans le piège de justifier chaque limite que tu poses. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu ne peux pas, tu ne veux pas ou tu ne te sens pas. Ton non est déjà suffisant. Dire non avec culpabilité, c'est comme fermer la porte en laissant un pied à l'intérieur.
Comme si tu n'étais pas convaincu de mériter ton espace, ta décision, ta vérité. Et si tu doutes, le monde le remarque. La fermeté ne se crie pas, elle se ressent. Quand tu apprends à dire non avec assurance, les autres commencent à te respecter. Non pas parce qu'ils aiment ça, mais parce que tu ne leur donnes plus la possibilité de franchir tes frontières. Et c'est là que le véritable changement commence. Beaucoup vivent épuisés, non pas à cause de ce qu'ils font, mais à cause de ce qu'ils permettent. Parce qu'ils ne savent pas dire stop à temps, parce qu'ils ne savent pas choisir, parce qu'ils ne savent pas défendre leur énergie, comme s'il s'agissait d'or. Si tu veux reprogrammer ton esprit, commence par cesser d'être l'esclave du oui automatique. Chaque non que tu dis avec dignité est un pas vers une vie plus honnête, plus légère, plus à toi. Et n'attends pas d'être au bord de l'effondrement pour commencer. N'attends pas que tout le monde te déçoive pour enfin te mettre en premier. N'attends pas que la culpabilité disparaisse d'elle-même. Agis même si ça fait mal, même si ta voix tremble, même s'il y a des doutes. Parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera pour toi. Ce voyage est vers l'intérieur. Et pour avancer, il faut savoir quelle porte fermer. 3. Arrête de demander la permission d'exister. Vivre en demandant la permission, c'est comme marcher dans le monde avec des chaînes invisibles aux chevilles. On ne les voit pas, mais elles te freinent. Elles te font hésiter avant de parler, avant d'agir, avant de te montrer tel que tu es vraiment. Et le problème n'est pas que les chaînes soient là. Le problème est que tu les portes toi-même, parce qu'à un moment donné, tu as cru que tu devais gagner le droit d'être toi. Tu as attendu l'approbation, la validation, des sourires qui te confirmaient que tu faisais ce qu'il fallait. Mais ça suffit. Personne qui se respecte n'a besoin de permission pour exister. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris à bien nous comporter, à être polis, à ne pas faire trop de bruit, à ne pas déranger, à ne pas détonner. Et ainsi, presque sans nous en rendre compte, nous avons commencé à minimiser ce que nous sommes, à éteindre ce qui nous différencie, à nous adapter à ce que les autres considèrent comme acceptable. Parce que si tu te distingues, tu déranges. Si tu penses différemment, tu es un problème. Si tu parles fort, tu déranges. Si tu te valorises, tu sembles arrogant. Alors tu as commencé à te réduire pour t'intégrer, à dire moins, à agir moins, à demander la permission même pour être heureux. Comme si la joie avait besoin d'approbation. Comme si tes rêves devaient passer par un comité de validation. La philosophie stoïcienne parle de l'autosuffisance, non pas comme de l'arrogance, mais comme de l'indépendance du jugement d'autrui. Sénèque disait que la plus grande liberté est de ne pas dépendre des applaudissements ni de craindre le rejet, parce que dès que ta vie tourne autour de ce que les autres attendent, elle n'est plus à toi. Et si elle n'est pas à toi, alors pourquoi la vis-tu ? Reprogrammer ton esprit commence par effacer cette idée absurde que tu dois plaire, séduire ou t'intégrer. Tu n'es pas né pour être accepté. Tu es né pour être réel. Chaque fois que tu te tais par peur de déranger, tu t'abandonnes. Chaque fois que tu t'arrêtes par peur de ce qu'on dira, tu nies ta propre existence. Chaque fois que tu sacrifies ce que tu es pour t'intégrer à ce que les autres veulent, tu te trahis. Et cette trahison fait mal. Elle fait mal en silence, elle s'accumule, elle se transforme en anxiété, en frustration, en sentiment de vide. Parce que vivre selon les attentes des autres, c'est comme jouer dans une pièce dans laquelle tu n'as jamais demandé à participer. La reprogrammation commence lorsque tu comprends que tu n'as besoin d'aucune autre permission que ta propre décision. Que tu peux parler, bouger, créer, changer, choisir, te tromper, recommencer, sans avoir à t'excuser d'être toi. Tu n'as pas à justifier ton processus. Tu n'as pas à expliquer au monde pourquoi tu n'es plus la personne soumise d'avant. Celui qui s'éloigne parce que tu as cessé de plaire ne t'a jamais vraiment accepté. Il y aura de la résistance. Certaines personnes te traiteront d'égoïste. D'autres diront que tu as changé. Et oui, tu as changé. Parce que tu n'es plus disposé à payer le prix pour plaire. Parce que tu as compris que ta présence a de la valeur même si elle n'est pas confortable pour tout le monde. Parce que tu en as finalement eu assez de mendier l'acceptation. Arrête de demander la permission même dans les petits détails.
N'explique pas chaque décision, ne justifie pas chaque émotion, n'adoucis pas ta voix pour qu'elle sonne plus aimable, ne cache pas ta force pour ne pas intimider. C'est ta vie, c'est ton chemin, et tu n'as pas à le parcourir la tête baissée. Le stoïcisme ne t'apprend pas à devenir une roche sans émotion. Il t'apprend à être ferme dans ce que tu es, sans dépendre de la réaction de ton environnement. Apprendre à être toi, sans demander la permission, est l'un des actes les plus révolutionnaires et libérateurs que tu peux faire. Parce que le jour où tu cesseras de chercher l'approbation, tu commenceras à construire une vie dans laquelle tu décides, tu choisis et tu diriges. 4. Crée un espace sacré rien que pour toi. Ton esprit est comme une maison que tu n'as jamais fermée. Les portes sont ouvertes, les lumières allumées toute la journée, et n'importe qui entre. Certains avec de bonnes intentions, d'autres avec des critiques, des demandes, des exigences, des plaintes, des comparaisons. Tu es là à l'intérieur, mais tu n'as pas de paix. Tu vis en répondant, en éteignant les feux des autres, en cédant de l'espace, du temps et de l'énergie, comme si cela ne te coûtait rien. C'est pourquoi tu es épuisé, parce que tu n'as pas un seul coin qui soit complètement à toi, et cela doit changer. Créer un espace sacré n'est pas un luxe, c'est un acte de survie émotionnelle. Ce n'est pas quelque chose que tu fais quand tout est en place, c'est ce que tu fais pour que tout commence à s'organiser. Et je ne parle pas de partir en voyage ou de construire une pièce spéciale. Je parle de marquer clairement tous les jours un moment et un lieu où tu es le seul à exister, où ni l'exigence, ni la culpabilité, ni le devoir, ni l'attente de personne n'entrent. C'est un acte symbolique et pratique à la fois. C'est t'asseoir avec toi-même et te rappeler « moi aussi, je compte ». Fais-le de manière concrète. Trouve un moment dans la journée où tu peux être seul. Peut-être au réveil, peut-être avant de dormir. Il n'a pas besoin d'être long, mais il doit être intouchable. C'est ton entraînement de pouvoir. Tu peux utiliser ce temps pour écrire, méditer, marcher en silence, lire quelque chose qui t'inspire ou simplement respirer sans hâte. La clé n'est pas ce que tu fais, mais comment tu le fais, avec présence, avec décision, comme quelqu'un qui défend un territoire qu'il ne compte plus céder. Et protège cet espace avec la même fermeté avec laquelle tu défendrais quelqu'un que tu aimes. Parce que si tu ne te protèges pas, personne ne le fera. Si tu ne te donnes pas la priorité, le monde t'utilisera. Si tu ne t'éloignes pas du bruit, tu finiras par croire que le bruit est ta maison. Et ce n'est pas le cas. Ta maison est le calme. C'est la clarté, c'est cet instant quotidien où personne ne te demande rien, où tu n'as rien à prouver, où tu ne fais pas semblant d'aller bien, où il n'y a pas besoin de performance ni de sourire forcé. Là, tu te reconstruis. Là, tu reviens à toi. La philosophie stoïcienne enseigne le pouvoir du recueillement intérieur. Marc Aurèle parlait de se retirer en soi-même, même au milieu du chaos. Parce que celui qui n'a pas un lieu en lui-même où revenir se perd facilement dans le jugement des autres, dans la pression, dans l'urgence des autres. Cet espace sacré n'est pas un isolement, c'est une stratégie, c'est une recharge. C'est le terrain où tu sèmes la force que tu utilises ensuite pour affronter le monde. Ne te trompe pas, ce temps pour toi n'est pas négociable. Ce n'est pas « si j'ai le temps », ce n'est pas « quand tout sera fait ». C'est une priorité. C'est un engagement, c'est du respect. Certains ne comprendront pas. Ils diront que tu t'éloignes, que tu es devenu étrange, froid, distant. Et oui, tu t'éloignes, mais pas d'eux. Tu t'éloignes de ta version épuisée, confuse, débordée. Et tu reviens à la version qui pense, qui ressent, qui décide clairement. La version qui ne se laisse plus entraîner par tout et par tous. Fais-le tous les jours. Même si ce ne sont que 10 minutes, même si le monde brûle, même si tu n'as pas envie, surtout si tu n'as pas envie, parce que c'est le moment exact où tu en as le plus besoin. C'est ton sanctuaire, et celui qui a un lieu propre en lui n'est jamais vraiment seul, il n'est jamais vraiment perdu, parce qu'il sait toujours où revenir. 5. Lâche ce qui t'éteint, même si ça fait mal. S'accrocher à ce qui t'éteint, c'est comme rester sous l'eau par peur de ce qui se trouve à la surface.
Tu sais que tu ne peux pas respirer là. Tu sais que tu es en train de manquer d'air, mais la peur du changement est plus forte que l'instinct de te sauver. Et c'est ainsi que beaucoup de gens vivent, en respirant à moitié, en souriant à moitié, en ressentant à moitié, juste pour ne pas lâcher ce qui ne vibre plus avec ce qu'ils sont. Des relations qui drainent, des routines qui tuent l'âme, des environnements où la seule constante est la frustration. Mais ils continuent, parce que lâcher fait mal, et parfois, même ce qui est mauvais est confortable, parce que c'est déjà connu. Mais tu n'es pas ici pour rester dans le confort. Tu es ici pour te réveiller. Pour reprogrammer ton esprit, tu dois comprendre une vérité simple et brutale. Tout ce qui t'accompagne ne te soutient pas. Il y a des liens qui n'existent que parce que tu as trop toléré. Il y a des emplois qui te consument parce que tu n'oses pas dire « ce n'est plus pour moi ». Il y a des habitudes qui t'anesthésient parce que tu as peur de faire face à ce que tu ressentirais sans elles. Mais si tu ne lâches pas, tu te flétris. Et non, je ne le dis pas comme une métaphore, tu te flétris vraiment. Ton énergie s'éteint, ta motivation s'effondre, ton regard devient terne. Tu t'habitues à survivre et tu oublies ce que c'est que d'être vraiment vivant. Lâcher n'est pas abandon, c'est sélection. C'est dire « je ne veux plus vivre comme ça, je ne veux plus rester là où on attend seulement que je supporte. Je ne veux plus applaudir ce qui me frustre. » Lâcher, c'est prendre des décisions inconfortables qui honorent ta valeur. C'est partir d'où tu as tout donné et tout ce que tu reçois est de l'usure. C'est fermer des portes fermement, même s'il y a de l'affection en jeu, parce que l'affection ne suffit pas quand le respect est perdu. Et parce que ta paix ne doit jamais être le prix d'une compagnie. Sénèque disait que la véritable liberté est de pouvoir se débarrasser de ce dont on n'a pas besoin. Et cela inclut les relations, les habitudes, les pensées, les culpabilités, les personnes, les lieux. Tu ne peux pas construire une nouvelle vie si tu insistes pour porter les ruines de l'ancienne. Et oui, ça va faire mal, à ton ego, à ton histoire, à tes attentes. Mais il n'y a pas de liberté sans renoncement. Laisse de la place pour quelque chose qui est en accord avec ton présent, avec ta croissance, avec ce que tu comprends maintenant que tu mérites. N'attends pas d'atteindre le fond pour lâcher. Ne laisse pas l'usure te forcer. Décide à partir de la conscience, pas du désespoir. Regarde ta vie avec honnêteté. Qu'est-ce qui t'éteint? Qu'est-ce qui te consomme? Qu'est-ce que tu tolères juste par peur du vide? Et ensuite, aie le courage d'agir. Lâche avec dignité, lâche sans scandale, lâche sans explication. Tu n'as pas besoin de la permission de personne pour choisir ce qui est le mieux pour toi. Ton histoire t'appartient. Et dans ton histoire, tu décides quel chapitre se termine et lequel commence. Lâcher ne sera pas toujours célébré. Certains seront contrariés. Ils te diront que tu changes, que tu es radical, que tu exagères. Mais celui qui ne respecte pas ton besoin de paix ne mérite pas ta permanence. Parce que quand tu commences à te libérer, les liens que tu ne voyais pas avant se révèlent aussi. Et c'est bien. C'est une partie du processus. Il ne s'agit pas de tout couper impulsivement. Il s'agit de reconnaître ce qui ne s'ajoute plus et de commencer à faire de la place pour ce qui le fait. Fais le même si tout tremble, même si tu as des doutes, même si tu regrettes par moments ce que tu as lâché, parce que la nostalgie n'est pas une raison suffisante pour retourner à la douleur. Reste ferme. Le vide que laisse ce que tu lâches n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est un nouvel espace qui attend d'être rempli par quelque chose qui ne t'éteint pas, mais qui t'allume. 6. Ose décevoir les autres pour ne pas te trahir toi-même. Être fidèle à soi-même n'est pas toujours joli vu de l'extérieur. Ce n'est pas toujours applaudi. Ce n'est pas toujours compris. En fait, souvent, lorsque tu commences à te respecter, tu déçois. Parce que celui qui s'était habitué à ce que tu dises oui tout le temps va être mal à l'aise quand tu commences à dire non. Celui qui comptait sur ton silence va se vexer quand tu commences à parler. Celui qui te dominait par la culpabilité va se fâcher quand tu arrêtes de t'excuser d'être qui tu es. Mais c'est là le point. Si tu vis en évitant de décevoir les autres, tu te condamnes à te trahir tous les jours.
Et il n'y a pas de trahison plus dure que celle-là, parce que tu peux mentir au monde, tu peux porter 1000 masques, tu peux agir comme tout le monde l'attend, mais quand tu te regardes dans le miroir, tu ne peux pas échapper. Tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu repousses. Tu sais quelle décision tu prends pour garder les autres à l'aise, même si cela signifie te mettre mal à l'aise. Et cette incohérence pèse. Elle pèse sur le corps, sur l'esprit, sur l'énergie, sur la façon dont tu marches dans la vie. Le stoïcisme ne consiste pas à plaire au monde. Il s'agit de vivre en vertu, en vérité, avec caractère. Épictète enseignait que nous ne devons pas chercher à être admirés, mais à être intègres. Et l'intégrité commence quand tu arrêtes de te vendre pour l'acceptation des autres. Quand tu comprends que la vraie liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais d'avoir la force d'agir en cohérence avec ce que tu penses, même si cela dérange les autres. Parce que tout le monde ne comprendra pas tes limites, tout le monde ne respectera pas tes décisions. Mais si tu ne te respectes pas, à quoi bon que les autres le fassent? Beaucoup de gens sont pris au piège du « je ne veux pas qu'ils se fâchent contre moi », du « je ne veux pas les décevoir », du « je ne veux pas qu'ils parlent mal de moi ». Mais et toi, ne te déçois-tu pas toi-même chaque fois que tu acceptes ce que tu ne veux pas? Ne te trahis-tu pas quand tu permets ce que tu sais qui te fait mal? Ne t'abandonnes-tu pas quand tu choisis le plaisir des autres au-dessus de ta paix? Ose décevoir. Oui, ose, parce que décevoir est inévitable quand tu décides d'être authentique. Et ce n'est pas la fin du monde. Celui qui t'aime bien s'adaptera. Celui qui ne faisait que t'utiliser partira. Et c'est aussi bien. Tu n'as pas besoin de celui qui ne peut pas supporter ta vérité. Tu n'as pas besoin de maintenir des liens qui ne fonctionnent que lorsque tu te renies. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit que tu mérites d'être comme tu es. Chaque fois que tu choisis ton bien-être, tu peux déranger quelqu'un. Chaque fois que tu priorises ta santé mentale, tu peux déranger. Mais ce malaise des autres ne doit pas diriger tes pas. Parce que ta vie n'est pas une campagne de relations publiques. Tu n'es pas ici pour plaire à tout le monde. Tu es ici pour vivre avec vérité, pour construire quelque chose à toi, pour te respecter même si cela signifie déplaire. Décevoir n'est pas synonyme d'échouer. Parfois, c'est le premier pas pour guérir, pour mettre de l'ordre, pour couper ce qui épuise, pour fermer les cycles en suspens, pour lâcher les rôles qui ne t'ont jamais appartenu. Et oui, ça va faire mal. Mais pas autant que de continuer à faire semblant. Pas autant que de continuer à porter ce qui ne te représente plus. Ne vis pas comme si tu devais justifier chaque pas. Ne donne ce pouvoir à personne. Ton chemin est à toi. Et même si ça fait mal, il vaut mieux perdre une relation que de te perdre toi-même. Ose. Le prix de ta paix ne devrait pas être le plaisir des autres. Choisis fermement. 7. Habite ta vie avec intention, pas en automatique. Il y a des gens qui se réveillent tous les jours, mais ne vivent pas. Ils ne font que répéter. Ils se lèvent, s'habillent, travaillent, répondent aux messages, accomplissent des tâches, sourient quand il faut sourire. Et quand la nuit tombe, ils sentent qu'il manque quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. Ce n'est pas de la tristesse, c'est de la déconnexion. Ce n'est pas de l'ennui, c'est de l'absence. C'est le vide d'être physiquement présent dans le monde, mais mentalement ailleurs. C'est vivre en automatique. Et cela, lentement, tue ton âme. Quand tu n'habites pas ta vie avec intention, tout devient une routine morte. Tu ne choisis plus, tu ne fais que réagir. Tu ne décides plus, tu ne fais qu'accomplir. Tu ne rêves plus, tu ne fais que survivre. Et cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est une usure silencieuse, progressive. Une glissade qui se produit lorsque tu laisses les petites décisions s'accumuler sans conscience. Quand tu permets à ton environnement de décider pour toi. Quand tu ne sais plus si tu fais les choses parce que tu le veux ou parce que tu l'as toujours fait ainsi. Reprogrammer ton esprit implique de stopper ce pilote automatique. Prendre le contrôle de ton focus, de ton énergie, de tes choix. Et cela commence par le simple. Demande-toi, pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi es-tu dans ce travail? Pourquoi t'entoures-tu de ces personnes?
Pourquoi réagis-tu toujours de la même manière face à certaines situations? Pourquoi continues-tu à marcher sur un chemin que tu ne sens plus tien? Te poser ces questions n'est pas une perte de temps, c'est retrouver le sens. Les stoïciens parlaient constamment de l'art de vivre. Et vivre pour eux, c'était agir avec un but. Il ne s'agissait pas de faire beaucoup de choses, mais de faire ce qui est juste, de vivre selon tes valeurs, d'être présent dans tes actes. Marc Aurèle a écrit que nous ne devrions rien faire comme si nous étions endormis, mais avec un esprit clair, un cœur aligné et une volonté ferme. Car chaque action est une opportunité pour t'affirmer ou pour te trahir. Chaque moment peut être une pratique de pouvoir ou une répétition inconsciente de la même chose encore et encore. Commence par t'observer. Dans quelle partie de ta vie es-tu endormi? Où fonctionnes-tu sans penser? Qu'est-ce que tu fais juste par habitude? La conscience commence quand tu t'arrêtes, quand tu ne fais pas seulement, mais que tu te demandes pourquoi et pourquoi. Et tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Il suffit de commencer à choisir avec intention. Travaille avec un but, pas seulement sous pression. Parle avec authenticité, pas par obligation. Dis ce que tu ressens vraiment. Fais ce qui te nourrit vraiment. Connecte-toi avec ce que tu vis. L'intention transforme l'ordinaire. Un même jour peut se sentir différent si tu l'habites avec conscience. Ce qui te pesait avant peut être une opportunité. Ce que tu évitais avant peut t'apprendre quelque chose. Mais si tu n'es pas là, si ton esprit est toujours en fuite, désirant que demain arrive ou que tout passe vite, alors rien ne te marque. Tout devient une séquence floue qui ne te construit pas, mais qui t'épuise. Et oui, c'est difficile au début. Parce que nous sommes entraînés à aller vite, à performer, à ne pas trop penser. Mais plus tu vas vite sans direction, plus tu t'éloignes de toi. La vitesse n'est pas le problème, c'est le manque de conscience. C'est faire tout sans te demander si tu veux vraiment le faire. C'est vivre par inertie. Habiter ta vie avec intention n'est pas quelque chose que tu fais un jour et c'est tout. C'est une pratique constante, c'est un choix quotidien. C'est avoir la discipline de ne pas te distraire de toi, de ne pas t'anesthésier avec des stimuli vides, de ne pas remplir ton temps juste pour le remplir. Parce que chaque jour que tu passes déconnecté est un jour qui ne revient pas. Et tu n'es pas ici pour répéter, tu es ici pour vraiment vivre. 8. Rappelle-toi tous les jours, tu es ta meilleure compagnie. Tu peux être entouré de gens tout le temps et te sentir toujours seul. Tu peux avoir des milliers de conversations par jour et ne pas te sentir écouté. Tu peux recevoir des éloges, de l'affection, de l'attention, et pourtant continuer à chercher quelque chose de plus. Parce que rien de tout cela ne comble si tu n'as pas une relation solide avec toi-même. Parce qu'à la fin de la journée, quand les lumières s'éteignent, quand le bruit cesse, quand tout le monde s'en va ou se distrait dans sa propre vie, il ne reste que toi. Et si tu ne sais pas être avec toi-même, si tu ne sais pas te soutenir, t'accompagner, te valider, alors tu vas dépendre du monde pour ne pas t'effondrer. Et ce n'est pas vivre, c'est résister. Tu es ton foyer, ton refuge, ta base. Et si ce lien est brisé, tout le reste chancelle. Si tu ne peux pas profiter de ta propre présence, tu vas chercher de la compagnie par manque, pas par choix. Tu vas céder trop, tolérer ce que tu ne devrais pas, accepter des miettes juste pour ne pas rester seul. Mais être seul n'est pas le problème. Le véritable problème est de te sentir vide quand il n'y a personne d'autre à proximité. Et cela se résout avec une seule chose, en te reconnectant à toi-même. Pas comme une belle théorie, mais comme une pratique quotidienne. Rappelle-toi de cela tous les jours. Écris-le si nécessaire. Dis-le toi au réveil. Regarde-le dans le miroir. Répète-le quand tu tombes, quand tu doutes, quand le monde devient froid. Tu es ta meilleure compagnie. Et cela signifie que tu as tout ce dont tu as besoin pour recommencer, pour te relever, pour trouver le calme au milieu du chaos. Tu n'as pas besoin d'une approbation externe pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te choisisse pour te sentir important. Tu n'as pas besoin de combler tes vides avec ce que les autres peuvent te donner. Parce que quand tu sais être avec toi-même, tu ne te contentes plus de n'importe quoi.
Tu ne mendies plus l'attention. Tu ne supplies plus l'amour. Tu n'abandonnes plus ta paix pour t'intégrer dans des espaces où tu n'es pas vu. La philosophie stoïcienne parle de l'autosuffisance non pas comme un isolement, mais comme une force, comme la capacité de te soutenir avec dignité, avec clarté, avec autonomie. Marc Aurèle disait que l'esprit qui est en paix avec lui-même est une forteresse impénétrable. Et c'est le but, te construire de l'intérieur de telle manière que tu n'aies pas besoin d'être bien avec tout le monde pour te sentir bien avec toi-même. Que tu puisses marcher seul et te sentir complet. Que tu puisses être en silence et ne pas te sentir vide. Que tu puisses regarder à l'intérieur et ne pas vouloir fuir. Mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un exercice quotidien. C'est écouter tes pensées sans jugement. C'est valider tes émotions sans honte. C'est prendre soin de toi comme tu prendrais soin de quelqu'un que tu aimes. C'est arrêter de te parler avec mépris. C'est arrêter de te minimiser, de t'exiger la perfection, de te punir pour ne pas être ce que les autres attendent. C'est apprendre à être ton allié, pas ton saboteur. Parce que quand tu apprends à être avec toi-même, le reste s'arrange. Tu sais mieux choisir. Tu sais dire non. Tu sais quand t'éloigner, tu sais quand rester, tu sais quand continuer et quand arrêter. Tu ne vis plus à la dérive. Et quand tu deviens ta meilleure compagnie, la solitude ne te fait plus peur. Parce que tu comprends que être seul n'est pas synonyme d'être vide. C'est une opportunité de t'écouter sans interférence, de construire à partir de la racine, de décider pour toi. Et si quelqu'un arrive, qu'il ajoute. Mais si personne n'arrive, tu vas bien quand même. Parce que l'essentiel, tu l'as déjà. Parce que ta présence est déjà suffisante. Parce que ta vie ne dépend plus de rien d'extérieur pour avoir un sens. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez. Dormir ne devrait pas être une bataille, mais pour beaucoup c'est le cas. Tu te mets au lit, tu éteins la lumière, mais ta tête reste allumée comme si la journée n'était pas terminée. On dit que se reposer est facile, qu'il suffit de fermer les yeux, mais on ne t'explique pas comment faire taire un esprit qui ne cesse de crier. Dormir mal n'est pas seulement une nuisance, c'est une forme de torture lente. Tu vis à moitié d'énergie, à moitié de concentration, à moitié de toi. Et le plus dur, c'est que tu t'y habitues. Tu apprends à survivre sans véritable repos, sans pause, sans paix. Mais tu n'es pas venu pour survivre, tu es venu pour prendre le contrôle. Cette vidéo n'est pas un autre cliché sur comment dormir 8 heures ou mettre de la musique relaxante. Cela va plus loin. Nous allons parler de comment reprogrammer ton esprit pour vraiment te reposer. Depuis la racine. Nous allons parler de stoïcisme, de pouvoir intérieur, de changer la façon dont tu vois la nuit et ce qui se passe en toi quand tout autour de toi s'éteint. Parce que la qualité de ton sommeil ne commence pas quand tu fermes les yeux, mais quand tu décides d'arrêter d'être esclave de tes pensées. Le repos n'est pas un luxe, c'est une arme de guerre. Et tu as besoin d'être prêt à affronter tes jours avec lucidité, force et présence. Je vais te montrer 8 principes stoïciens qui peuvent transformer tes nuits. Ce ne sont pas des théories, ce sont des pratiques réelles, quotidiennes, directes. Si tu oses les appliquer, tu ne vas pas seulement mieux dormir, tu vas mieux vivre. Reste jusqu'à la fin. Parce que ce qui est en jeu n'est pas seulement ton repos, c'est ta vie. 1. Accepte que tu ne contrôles pas le sommeil, mais bien ton attitude envers lui. Dormir est comme attendre qu'une rivière te traverse au lieu de la traverser toi-même. Tu peux préparer la rive, calmer ton esprit, respirer profondément, mais tu ne peux pas forcer l'eau à te porter. Le sommeil, comme la rivière, ne se force pas, il se permet simplement. Mais quand tu le comprends, tu arrêtes de lutter contre le courant et tu commences à couler avec lui. L'un des pièges les plus courants dans lesquels nous tombons est l'obsession de bien dormir. Nous nous imposons des horaires, des rituels précis, des pilules, des écrans tamisés, et pourtant le sommeil ne vient pas.
Pourquoi? Parce que nous voulons tout contrôler. Nous voulons que l'esprit s'éteigne de force, que le corps obéisse sans protester, que le repos survienne comme s'il s'agissait d'un ordre. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Le sommeil est un reflet de l'état interne. Et si tu es en guerre à l'intérieur, il n'y aura pas de paix à l'extérieur. C'est là qu'intervient la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle n'avait pas de pilule pour dormir, ni d'application de méditation. Ce qu'il avait, c'était de la clarté. Il savait qu'il ne pouvait pas contrôler le résultat, mais il pouvait contrôler son attitude face à ce qui se passait. C'est la clé. Accepter que tu n'as pas le contrôle absolu sur quand tu t'endormiras ou combien tu te reposeras, mais tu as le contrôle sur comment tu affrontes ce moment. L'anxiété de vouloir dormir rapidement est souvent celle qui te maintient éveillé. La frustration de ne pas pouvoir dormir est celle qui alimente l'insomnie. Ce qui te torture n'est pas le manque de sommeil, mais l'idée que tu devrais être endormi. Tu ne rates pas si tu ne dors pas bien une nuit. Tu n'es pas faible si tu as besoin de temps pour te calmer. Tu es humain, et en tant qu'humain, tu as le pouvoir d'accepter ce que tu ne peux pas contrôler sans te détruire pour cela. C'est l'attitude stoïcienne qui transforme le repos. Cesser de résister à l'inévitable et à la place, te préparer à l'accueillir avec sérénité. Accepter ne signifie pas se rendre. Cela signifie récupérer le pouvoir. Cela signifie changer le dialogue interne qui dit « je dois dormir maintenant » pour un plus sage qui dit « je vais me calmer et le sommeil viendra quand il devra venir ». Parce que quand tu arrêtes d'exiger que le sommeil vienne, c'est alors qu'il commence enfin à s'approcher. Tu décides si chaque nuit sera un combat ou une reddition consciente. Et si tu choisis la deuxième option, tu découvriras que ce n'est pas tant combien tu dors qui compte, mais comment tu habites ce moment. Se reposer n'est pas seulement fermer les yeux, c'est arrêter de lutter avec ce qui ne dépend pas de toi. Entrer dans la nuit sans peur, avec dignité, avec tempérance, sachant que l'esprit calme est plus puissant que n'importe quel somnifère. Le repos ne s'impose pas, il se permet, et cette permission commence quand tu lâches l'obsession de tout contrôler. À partir d'aujourd'hui, souviens-toi de ceci. Le sommeil n'est pas un ennemi que tu dois vaincre, c'est un allié qui arrive quand tu arrêtes de lutter avec la réalité. 2. Arrête de voir le repos comme une perte de temps. Se reposer sans culpabilité, c'est comme éteindre une machine sans penser qu'elle se casse. On l'éteint simplement parce qu'elle a besoin de se refroidir pour continuer à fonctionner. Mais beaucoup ont été programmés pour croire que s'ils ne font pas quelque chose d'utile, ils perdent leur temps. Nous avons grandi dans une culture qui glorifie la productivité et méprise le silence, qui applaudit celui qui ne dort pas et juge celui qui s'arrête. C'est ainsi qu'on crée un esprit épuisé qui ne sait plus comment être calme sans se sentir coupable. Combien de fois vous êtes-vous couché avec le corps épuisé et l'esprit vous accusant de paresse? Combien de fois avez-vous reporté le repos en croyant qu'il y avait quelque chose de plus urgent que de dormir, comme si le monde allait s'effondrer si vous n'étiez pas éveillé? Cette idée n'est pas seulement fausse, elle est destructrice. Le corps a une limite, et l'esprit aussi. Vous ne le voyez pas en un jour ni en une semaine, mais vous le payez cher avec le temps. Concentration dispersée, irritabilité constante, anxiété chronique, un sentiment de vide que vous ne comprenez pas d'où il vient. Parfois, ce n'est pas de la tristesse, c'est de la fatigue. Parfois, ce n'est pas de la démotivation, c'est de l'épuisement émotionnel. Et vous ne pouvez pas le résoudre avec plus d'efforts, seulement avec un vrai repos. Le stoïcisme ne parle pas du repos comme d'une perte, mais comme d'un besoin naturel. Sénèque disait qu'il ne s'agit pas d'occuper le temps, mais de bien l'utiliser. Et pour l'utiliser, vous devez savoir quand agir et quand vous arrêter. Tout n'est pas action. Il y a aussi de la vertu dans la pause. Il y a aussi de la sagesse à savoir dire « Maintenant, mon esprit a besoin de silence ». Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous vous préparez à revenir plus fort. Beaucoup craignent de s'arrêter parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver quand le bruit disparaît. Et c'est là la racine du problème. Ce n'est pas le repos qui dérange, c'est ce qui apparaît quand l'activité s'arrête. Peur, pensée, tâches en attente, doute.
Mais ce n'est pas une punition, c'est une opportunité de voir ce que vous ne vous permettez pas d'affronter. Se reposer n'est pas fuir le monde, c'est se regarder sans distraction. Cesser de voir le repos comme une perte de temps, c'est reconnaître que vous n'êtes pas une machine de production constante, que vous n'êtes pas ici pour être occupé 24 heures sur 24, que votre valeur ne dépend pas de ce que vous faites, mais du sens que vous donnez à ce que vous faites. Et ce sens ne peut être construit qu'à partir d'un esprit clair, et non d'un esprit au bord de l'effondrement. Celui qui ne se repose pas à temps finit par s'arrêter par obligation, par maladie, par épuisement, par effondrement émotionnel. Alors ce n'est plus du repos, c'est un cri du corps qui dit « assez ». Mais si vous apprenez à l'écouter avant, vous pouvez l'éviter. Vous pouvez prévenir, vous pouvez prendre soin, vous pouvez vous respecter. Et ce respect commence lorsque vous cessez de déprécier vos pauses. Le repos n'est pas un luxe, c'est une stratégie. Un esprit qui dort en conscience prend de meilleures décisions, réagit avec plus de sérénité et vit avec plus de présence. Seul celui qui se repose bien, vit bien. Et cela ne se négocie pas. Alors, arrêtez de vous sentir coupable d'éteindre le monde quelques heures. Vous ne perdez pas de temps, vous récupérez votre pouvoir. 3. Fais de ton esprit un refuge, pas un champ de bataille. Chercher du repos au milieu d'un esprit agité est comme essayer de se détendre dans une maison en flammes. Tu peux éteindre la lumière, fermer la porte et t'installer, mais si à l'intérieur il y a du bruit, du désordre et du feu émotionnel, il n'y aura pas de véritable trêve. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais l'esprit est l'endroit où tout commence et où tout finit. Si cet espace est contaminé, peu importe à quel point le lit est confortable ou l'environnement silencieux, la véritable récupération n'arrivera jamais. Ce qui nous consume n'est pas la fatigue physique, mais la tempête interne que nous traînons toute la journée et que nous ne lâchons pas à la tombée de la nuit. Des pensées incontrôlées, des préoccupations non résolues, des dialogues mentaux sans fin. Des croyances qui répètent que ce n'était pas suffisant, qu'il manque quelque chose, que la journée n'a pas suffi. C'est ainsi que l'esprit se transforme en zone de guerre et personne ne peut se détendre en mode survie. Le problème n'est pas de penser, mais de laisser la pensée gouverner sans contrôle. On nous a appris à produire, à agir, à répondre rapidement, mais personne ne nous a entraînés à observer ce qui se passe dans l'esprit avec calme et détermination. Le stoïcisme l'a fait. Pour les stoïciens, la maîtrise de soi commence par la pensée. Épictète l'a bien dit, ce qui perturbe n'est pas ce qui se passe, mais ce que tu penses de ce qui se passe. Donc, si tu souffres, ce n'est pas le fait qui te blesse, mais la façon dont tu l'interprètes. Et cette interprétation naît dans l'esprit, pas à l'extérieur. C'est pourquoi, si tu veux transformer tes nuits, transforme d'abord l'espace où tout commence. Fais de ton intérieur un lieu où tu peux revenir sans peur. Tu n'as pas besoin de le décorer avec des fantasmes. Il suffit d'avoir de l'ordre, de la clarté et de la détermination. Entraîne ton esprit comme tu entraînerais ton corps, avec constance, avec présence, avec intention. Il ne suffit pas d'attendre que la pensée se calme d'elle-même, il faut la diriger. Il faut prendre le contrôle. Cela ne signifie pas éviter ce qui te préoccupe, mais apprendre à ne pas t'accrocher à ce que tu ne peux pas résoudre à ce moment-là. Quand tu te couches, tu ne fuis pas le monde. Tu construis une pause nécessaire pour pouvoir l'affronter mieux demain. Mais si tu transformes ce moment en une revue interminable d'erreurs, de culpabilité ou de peur, tu sabotes ta propre récupération. Fais-le différemment. Avant de chercher le silence à l'extérieur, crée de l'ordre à l'intérieur. Écris ce qui te pèse, respire avec intention, remercie ce que tu as, répète une idée qui te rappelle qui tu es. C'est ainsi qu'on construit un refuge mental, avec des actions simples mais cohérentes. Tu n'as pas besoin de rituels complexes, juste de la discipline émotionnelle. Chaque pensée que tu choisis de lâcher est une brique de moins dans le mur du chaos. Chaque fois que tu décides de te concentrer sur le présent, tu reprends le pouvoir sur ton esprit. Tu n'as pas à te coucher en étant ton pire ennemi. Tu n'as pas à répéter mentalement tout ce qui a mal tourné, ni à t'obséder sur ce que tu n'as pas fait.
tu peux faire de la fin de la journée un acte de respect envers toi-même. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu y fais face avec une autre attitude. Et cela, même si cela ne semble pas être le cas, change tout. Ne transforme pas ta tête en tranchée. Fais-en l'endroit le plus sûr où tu peux revenir. Peu importe combien la journée a été longue, si ton esprit est calme, ton corps te remerciera. Et ce repos que tu cherches tant arrivera, non pas comme une récompense, mais comme une conséquence inévitable de ta maîtrise interne. 4. Prépare ta nuit comme si tu te préparais pour un rituel sacré. La façon dont tu termines la journée révèle le respect que tu as pour toi-même. C'est comme entrer dans un temple. Tu ne le fais pas en courant, tu ne le fais pas distrait, tu ne le fais pas avec le chaos collé à la peau. Tu le fais avec intention, avec révérence, avec présence. Mais la plupart éteignent les lumières comme s'ils se rendaient à la force, sans réfléchir, sans conscience, emportant au lit tout ce qu'ils n'ont pas résolu. Et ainsi, ce qui devrait être un moment de restauration devient une répétition du désordre accumulé. Il ne s'agit pas d'allumer des bougies ou de suivre des rituels vides. Il s'agit de donner un sens à la fin de la journée, d'entraîner ton esprit à comprendre qu'il est temps de lâcher prise, pas de retenir. Que le moment est venu de te donner à la pause, avec dignité, non pas par épuisement, mais par décision personnelle. Parce qu'une journée bien terminée ne commence pas quand les appareils sont éteints, mais quand tu choisis de te déconnecter du bruit qui ne t'apporte plus rien. La plupart des gens vivent si vite que lorsqu'ils essaient de s'arrêter, le corps ne répond pas. Et ce n'est pas la faute du corps, c'est qu'il n'a jamais reçu le signal clair que la journée était terminée. Tout reste allumé, pensée, tension, frustration, notification. Comment vas-tu récupérer de l'énergie si ton esprit est toujours convaincu qu'il y a encore des choses en suspens à résoudre? Le stoïcisme enseigne que chaque acte, aussi petit soit-il, doit être fait avec un but. Sénèque parlait de la nécessité de réviser la journée avant de fermer les yeux, non pas avec jugement, mais avec honnêteté. Te demander « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce que je dois lâcher ?» Non pas pour te punir, mais pour grandir, pour nettoyer le terrain avant que le silence ne s'installe. Cette révision ne prend pas plus de quelques minutes, mais elle change complètement l'énergie avec laquelle tu entres dans la nuit. Préparer ta nuit comme un rituel ne signifie pas la remplir de règles, mais la transformer en un acte de respect. Peut-être est-ce prendre une douche lente, éteindre les lumières à temps, écrire quelques lignes, respirer sans hâte, choisir ce que tu écoutes, ce que tu penses, ce que tu laisses entrer. C'est enseigner à ton corps et à ton esprit qu'ils méritent une fin digne, que tout ne doit pas être traîné jusqu'à la fin sans ordre ni direction. Quand tu traites ton repos comme sacré, pas comme une formalité, quelque chose change en toi. Tu commences à reconnaître que tu n'es pas venu dans ce monde pour te brûler tous les jours. Tu es venu pour donner le meilleur de toi, et cela n'est possible que si tu apprends à te renouveler chaque fois que le soleil se cache. Et ce renouvellement ne se produit pas par magie. Il se produit parce que tu le cultives avec de petites décisions. N'attends pas que ton esprit se calme si tu le mènes directement du chaos à l'abandon. Entraîne-le comme tu entraînes tes habitudes. Répète avec intention, la journée est terminée, maintenant le temps est à moi. Répète avec force, tout ne mérite pas d'être emporté dans le silence de la nuit. Répète avec conviction, ce moment est pour prendre soin de moi, pas pour me punir avec plus d'exigence. Fais de ta nuit un espace inviolable. Défends-le comme tu défendrais ce que tu as de plus précieux, parce qu'ici, dans ce petit rituel que personne d'autre ne voit, tu choisis comment tu affronteras la vie le lendemain. Pas avec de la fatigue, pas avec de la lourdeur, mais avec une énergie propre, avec clarté, avec force. Et cela se construit dans la façon dont tu décides de terminer chaque journée. 5. Lâche l'idée que tout doit être bien pour te reposer. Si tu attends que tout soit parfait pour te donner un répit, tu vas t'épuiser sans relâche. Parce que tout ne sera jamais bien. Il y aura toujours quelque chose en suspens, quelque chose qui n'a pas tourné comme tu le voulais, quelque chose qui te fait mal, te préoccupe ou te trouble. C'est la vie, crue,
imprévisible, pleine d'incertitudes. Et si tu ne te permets de récupérer de l'énergie que lorsque tout est en ordre, tu construis ton repos sur une condition impossible. Beaucoup ont appris à associer le repos à la récompense, comme si elles ne pouvaient se reposer que lorsque tout est sous contrôle, comme si se rendre au silence était une sorte de luxe qu'il faut mériter. Et non, il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de le mériter, il s'agit de le nécessiter, parce que parfois, ce dont tu as le plus besoin est précisément de t'arrêter quand tout va mal, quand la tempête ne cède pas, quand tu ne vois pas de sortie claire. Le repos n'est pas un caprice, c'est une stratégie. C'est une pause qui te permet de penser plus clairement, d'agir avec plus de force, de voir avec plus de clarté. L'esprit n'a pas besoin d'un monde parfait pour trouver le calme. Il a besoin d'une décision ferme, de ne pas se laisser entraîner par ce qui ne dépend pas de toi. Et cela est profondément stoïcien. Tu ne contrôleras pas ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux contrôler la façon dont tu choisis de le traverser. Tu peux être brisé à l'intérieur et pourtant créer un espace où tout ne te consume pas. Tu peux être en train de perdre une bataille là-bas et pourtant refuser de te détruire à l'intérieur. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force, c'est de la maîtrise de soi. Tu n'as pas besoin d'attendre de résoudre tes problèmes pour baisser la garde et te rendre au silence. Tu peux le faire avec tes problèmes en place, avec tes blessures ouvertes, avec tes doutes encore sans réponse. Parce que le véritable pouvoir réside dans le fait de pouvoir se reposer même lorsque rien n'est sous contrôle. De lâcher l'idéal que tout doit être aligné pour te donner la permission de respirer. Parfois, se reposer est l'acte le plus courageux. C'est dire « Je n'ai pas tout clair, mais je vais quand même fermer les yeux. Je n'ai pas tout résolu, mais je vais quand même faire confiance à demain pour essayer à nouveau. Je ne suis pas en paix, mais je peux quand même créer un peu de paix ici à l'intérieur. Non pas par ignorance, mais par intelligence émotionnelle. Parce que tu comprends que le corps et l'esprit ont aussi une limite, et si tu les franchis, tout ce que tu obtiens, c'est de les affaiblir davantage. Lâche le perfectionnisme qui t'exige d'être toujours bien pour pouvoir prendre soin de toi. Lâche la voix qui dit que se reposer, c'est abandonner. C'est un mensonge. Abandonner, c'est rester debout quand tu es en train de tomber à l'intérieur. Abandonner, c'est ne pas reconnaître que tu as besoin de faire une pause. Le repos, en revanche, est un acte de respect. C'est te regarder avec humanité et dire « Même si aujourd'hui a été un désastre, même si ça me fait mal, même si je n'ai pas tout sous contrôle, je vais me donner ce moment. Parce que si je ne le fais pas, je me brise. Tu n'as pas besoin que tout aille bien. Ce dont tu as besoin, c'est d'être présent, conscient, disponible pour ne pas laisser le chaos te traverser complètement. Tout ne va pas changer pendant que tu fermes les yeux, mais tu peux changer. Et parfois, c'est suffisant. Accepte qu'il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a que le moment que tu choisis de transformer. Et si tu peux transformer ce moment en un espace de calme, alors tu es plus proche de trouver une véritable force. Non pas parce que tu contrôles, mais parce que tu décides de lâcher. 6. Le calme ne dépend pas du silence extérieur, mais de ton silence intérieur. Tu peux éteindre toutes les lumières, fermer toutes les portes, mettre de la musique douce ou laisser tout en silence complet. Mais si le bruit persiste en toi, il n'y aura pas de repos. Le véritable calme n'arrive pas lorsque tout est tranquille à l'extérieur, mais lorsque tu apprends à faire taire ce qui te tourmente à l'intérieur. C'est la différence entre chercher la tranquillité dans l'environnement et la construire de l'intérieur. Il y a des personnes qui vivent entourées de paix, mais leur tête est une tempête. Des gens qui sont seuls dans une pièce et qui pourtant se sentent attaqués par 1000 pensées à la fois. Cela arrive lorsque tu n'as jamais appris à gouverner ton monde intérieur. Lorsque tu dépends du contrôle externe pour te sentir bien, tu vis à la merci des circonstances. Mais lorsque tu comprends que la sérénité se construit avec une discipline interne, tu arrêtes d'attendre que le monde s'adapte et tu commences à t'adapter toi-même. Beaucoup pensent qu'ils ont besoin de l'environnement parfait pour trouver le calme,
Mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de s'entraîner à trouver l'équilibre, peu importe ce qui se passe. C'est ce que l'épicurisme enseigne depuis ses origines. Il ne s'agit pas d'attendre que le monde cesse de crier. Il s'agit de devenir si fort à l'intérieur que le bruit cesse de te sortir de ton centre. Marc Aurèle a écrit au milieu du chaos d'une guerre. Et pourtant, il parlait de sérénité. Non pas parce que le bruit n'existait pas, mais parce qu'il ne le laissait plus entrer. Tu peux aussi développer ce pouvoir, mais cela ne se fait pas de manière passive. Il n'arrivera pas simplement parce que tu t'es allongé ou parce que quelqu'un t'a dit de respirer profondément. Il se construit avec la pratique, avec des décisions petites mais fermes, comme observer une pensée agressive et la laisser partir sans y répondre, comme lâcher l'urgence de contrôler ce que tu ne comprends pas, comme accepter que tu n'as pas besoin d'avoir des réponses immédiates pour être en paix. Le silence intérieur n'est pas l'absence de pensée. C'est ne pas te laisser emporter par chaque pensée qui apparaît. C'est voir la peur sans la nourrir. C'est voir l'inquiétude sans la transformer en prophétie. C'est voir la blessure sans l'ouvrir davantage. Et cela demande du courage, parce qu'il est plus facile de se distraire que de faire face à son propre bruit. Il est plus facile de remplir l'espace avec des écrans qu'avec de la présence. Mais la facilité n'a jamais construit quoi que ce soit de solide. Lorsque tu te livres au vrai silence, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de grand-chose pour te sentir bien, qu'il n'est pas nécessaire que tout soit résolu, que tu peux trouver une paix profonde si tu t'entraînes à ne pas réagir à tout, si tu apprends à observer, à te retenir, à te soutenir. C'est le véritable calme, pas celui qui dépend d'un environnement parfait, mais celui qui naît de ta maîtrise personnelle. Si tu attends que le monde cesse de bouger pour trouver l'équilibre, tu resteras esclave du bruit. Mais si tu choisis de travailler ton intérieur, alors l'environnement peut crier et tu resteras ferme. Parce que ton centre n'est plus à l'extérieur, il est à l'intérieur. Et cela, personne ne peut te le prendre. Fais de ton silence intérieur ta force. Non pas parce que tu ignores ce qui t'arrive, mais parce que tu choisis de l'affronter avec courage, avec présence, avec décision. Le calme que tu construis en toi sera toujours plus fort que n'importe quel chaos qui t'entoure. 7. Intègre la philosophie à ta façon de dormir. La façon dont tu termines la journée reflète la philosophie avec laquelle tu vis. Tu peux parler de calme, d'équilibre, de sagesse, mais si à la fin de la journée tu te jettes au lit avec le même chaos que tu as porté tout le temps, alors tu n'as rien compris. Il ne s'agit pas de répéter de jolies phrases, ni de lire de vieux livres. Il s'agit de vivre ce que tu prêches, surtout quand personne ne te voit. C'est là qu'intervient le stoïcisme, non pas comme théorie, mais comme pratique, non pas comme quelque chose que tu étudies, mais comme quelque chose que tu incarnes. Intégrer la philosophie à ta façon de te reposer signifie apporter ces principes au moment le plus intime de la journée. Cela signifie lâcher ce que tu ne contrôles pas, arrêter de résister à l'inévitable, observer sans jugement et avoir le courage de faire face à ce qui se présente sans te cacher. Beaucoup utilisent la philosophie comme un ornement. Ils parlent de vertu, de maîtrise de soi, d'acceptation. Mais au moment de fermer les yeux, ils sont emportés par la peur, la culpabilité, l'anxiété ou le ressentiment. Ce n'est pas cohérent. C'est un masque. La véritable transformation se remarque lorsque tu appliques la sagesse dans les moments les plus silencieux. Lorsque tu peux te coucher et dire « Aujourd'hui n'était pas parfait, mais j'ai fait ce que je devais. Tout n'est pas sous contrôle, mais je ne vais pas me punir pour cela. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je ne vais pas laisser cela me voler ma tranquillité. » Épictète enseignait qu'il n'y a rien de plus inutile que de se soucier de ce que tu ne peux pas changer. Et pourtant, c'est ce que la plupart des gens font juste avant d'éteindre le monde. Ils repassent chaque erreur, anticipent chaque possible désastre, se compliquent la vie avec ce qui est déjà passé ou avec ce qui n'est pas encore arrivé. Mais le stoïcien n'agit pas ainsi. Le stoïcien utilise ce moment pour lâcher prise, pour réaffirmer ses principes, pour se rappeler que la vertu n'est pas l'absence de chaos, mais la fermeté
au milieu de celui-ci. Fais de ton repos une continuation de ta philosophie. Revois la journée avec gratitude, avec responsabilité, pas avec punition. Demande-toi si tu as vécu selon tes valeurs, si tu as été juste, si tu as agi avec clarté. Et si ce n'est pas le cas, apprends. Ne te condamne pas. Personne n'est ici pour être parfait, mais pour être de plus en plus conscient. Celui qui se condamne ne grandit pas. Celui qui réfléchit et corrige s'élève. Transforme la fin de la journée en une pratique philosophique. Tu n'as pas besoin de livres, tu as juste besoin d'intention. Tu peux fermer les yeux en répétant un principe qui te centre « J'ai fait ce que je devais ». J'accepte ce que je ne peux pas changer. Je ne suis pas mes pensées, je suis celui qui les observe. Des phrases simples, profondes, qui mettent l'esprit au bon endroit. Ne laisse pas la fin de la journée être automatique. Ne le fais pas comme un réflexe, fais-le comme un choix. Lorsque tu apportes le stoïcisme à ce moment, tu ne dors pas seulement mieux, mais tu entraînes ton esprit à ne pas craindre le silence, la pause, l'obscurité. Tu apprends à avoir confiance en toi, même quand rien autour de toi ne semble clair. Et c'est ce qui fait la différence entre celui qui accumule seulement de l'information et celui qui transforme vraiment sa vie. Apporter la philosophie à ton repos n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Parce que ce n'est que lorsque tu vis ce que tu penses, que tu commences vraiment à construire une existence qui se soutient, même dans la nuit la plus incertaine. 8. Laisse la nuit te transformer, pas te détruire. Chaque nuit est un carrefour. Tu peux l'utiliser pour te reconstruire ou pour continuer à t'enfoncer dans ce que tu ne peux plus changer. Tu peux la transformer en un espace de transformation ou en un piège émotionnel où tu retombes dans les mêmes pensées sombres, dans les mêmes cycles de culpabilité, de peur, de frustration. La nuit a ce pouvoir. Elle peut te soulever ou te briser. Et ce qui détermine le résultat n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais ce que tu décides de faire avec ce silence qui te confronte à toi-même. Il ne s'agit pas seulement de fermer les yeux, il s'agit de fermer le cycle, de ne pas traîner le lendemain les charges qui pèsent déjà trop lourd, de ne pas te coucher en étant la victime du même scénario mental que tu répètes depuis des années. Parce que lorsque tu ne guéris pas ce que tu ressens avant d'éteindre la lumière, ce que tu fais, c'est prolonger une guerre invisible qui t'épuise en silence. Et le lendemain, tu te lèves pareil ou pire, sans énergie, sans clarté, sans direction. Le stoïcisme ne nie pas la douleur, il la confronte. Il ne te dit pas d'ignorer ce qui t'arrive, mais de le regarder en face et de décider d'agir à partir de la raison, pas de l'émotion incontrôlée. La nuit, pour le sage, n'est pas une punition ni une perte de temps. C'est une occasion de réajuster le cap, de se rappeler ce qui compte, de lâcher ce qui ne sert plus. Mais cela nécessite une intention. Parce que si tu te laisses emporter par l'inertie, il est facile de tomber dans l'habitude de te torturer quand tu devrais te renouveler. Fais une vraie pause avant de te livrer au repos, non pas pour continuer à penser à ce qui a déjà été, mais pour prendre le contrôle de ce que tu vas lâcher. Demande-toi si tu portes des choses qui ne t'appartiennent pas. Demande-toi si tu laisses des personnes, des situations ou des pensées que tu ne peux pas changer te voler la paix. Et si la réponse est oui, alors fais le travail que personne ne voit. Décide de le laisser là. Décide de ne pas l'emporter avec toi dans la partie la plus vulnérable de la journée. Parce que la nuit n'est pas faite pour continuer à lutter. Elle est faite pour reprendre des forces, pour guérir ce qui a fait mal, pour redémarrer à partir du centre. Tu n'as pas besoin que tout change à l'extérieur. Tu as besoin de te transformer toi-même. Et cette transformation ne se produit pas seulement quand tout va bien. Elle se produit précisément lorsque tu décides de faire face à ce qui fait mal avec courage. Lorsque tu utilises le silence pour te renforcer plutôt que pour t'affaiblir. Lorsque tu refuses de continuer à être la même personne fatiguée, anxieuse, déconcentrée, qui ne veut plus vivre à partir de la réaction. Chaque nuit te donne une nouvelle opportunité, une page blanche pour réécrire l'histoire que tu te racontes.
Mais cette histoire ne change pas si tu continues à répéter les mêmes pensées. Elle change lorsque tu décides d'agir à partir d'un autre lieu. Depuis la présence, depuis la sagesse, depuis la conscience que tu n'es pas ton passé, ni tes erreurs, ni tes blessures. Tu es celui qui décide quoi faire avec tout cela maintenant. Ne laisse pas l'obscurité te consumer. Utilise-la pour voir plus clairement ce que tu ne peux pas distinguer dans le bruit de la journée. Que chaque nuit soit une sorte de renaissance, pas un effondrement. Qu'elle soit le moment où tu te reconnectes avec toi-même, pas où tu te perds davantage. Parce que si tu réussis à transformer ta façon de terminer la journée, tout le reste commence à changer. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la philosophie mise en action. C'est de la discipline interne, c'est du respect de soi. Laisse la nuit te transformer, mais qu'elle le fasse en ta faveur. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et... Une phrase mal dite peut ruiner toute une vie. Non pas à cause de la phrase en elle-même, mais de ce qu'elle révèle. Un esprit qui se sabote, qui abandonne avant d'agir, qui se répète des excuses comme si elles étaient des vérités. Car chaque mot que tu choisis d'utiliser est un reflet de ce que tu penses, de comment tu te vois et de la limite que tu es prêt à tolérer. La plupart des gens ne le remarquent pas, mais leur langage est leur condamnation. Ils disent des choses comme « je ne peux pas », « il est trop tard »,« c'est comme ça que je suis », sans se rendre compte que chacune de ces phrases façonne leur destin. Le stoïcisme n'a pas de patience pour ce genre de langage. Il n'adoucit pas l'échec, il ne célèbre pas la victimisation, il ne justifie pas la passivité. Le stoïcisme te parle comme quelqu'un qui veut te voir fort devrait te parler, avec vérité, avec rudesse, avec direction. Dans cette vidéo, nous allons détruire 8 phrases qu'une personne véritablement intelligente ne dirait jamais. Non pas parce qu'elles sonnent mal, mais parce que les soutenir, c'est vivre endormi, justifier la faiblesse et nier la responsabilité. Chaque phrase sera une alarme, une invitation à revoir ta mentalité, ta façon de voir le monde et la manière dont tu te racontes ta propre histoire. Parce que si tu ne prends pas soin de tes mots, ils veilleront à ce que tu ne sortes jamais de l'endroit où tu te trouves. Et si tu veux vraiment grandir, si tu veux vraiment devenir quelqu'un qui se respecte, la première chose que tu dois faire est de fermer la bouche chaque fois que tu es sur le point de dire une stupidité déguisée en vérité. Allons-y, et ce ne sera pas confortable. Mais si tu le supportes, si tu le comprends, tu en sortiras avec un esprit plus clair, plus fort et plus libre. 1. Arrête de céder ton pouvoir. Prends la responsabilité de tout ce que tu choisis de ressentir. Ton esprit est comme une forteresse. Il a des portes, des murs et un trône au centre. Le problème est que, sans t'en rendre compte, tu as remis les clés à quiconque passe. Un commentaire étranger, une critique, un regard indifférent, une trahison, une attente non satisfaite. Tous s'assoient sur ton trône, gouvernent ton humeur, dictent ton humeur, ton énergie, ta paix. Et pendant ce temps, tu te comportes comme un serviteur dans ton propre château, te demandant pourquoi tu te sens si vide. Le stoïcisme est clair. Personne ne peut te faire ressentir quoi que ce soit sans ton consentement. Cela semble dur, c'est le cas, mais c'est la seule façon de reprendre le contrôle que tu as passé des années à donner. Chaque fois que tu dis « ils m'ont mis en colère, ils m'ont brisé le cœur, ils m'ont gâché la journée », tu cèdes ton pouvoir. Tu déclares, sans t'en rendre compte, que tu es une marionnette émotionnelle au service de ce que les autres font ou ne font pas. Et non, il ne s'agit pas de nier la douleur, la déception ou la colère, mais de comprendre que ressentir n'est pas la même chose que réagir sans filtre. Tu choisis comment répondre. Tu décides si tu restes lié au poison de ce qui s'est passé ou si tu agis avec vertu et caractère. Personne ne viendra te rendre le contrôle de ta vie. Tu dois te le reprendre toi-même, car c'est toi qui l'as donné.
La personne véritablement intelligente ne permet pas que l'externe détermine l'interne. Elle ne raconte pas l'histoire de la victime. Elle raconte l'histoire de l'auteur, de celui qui crée, de celui qui transforme. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un esprit qui croit que tout ce qu'il ressent est la faute des autres. Cet esprit est faible, manipulable, explosif. Il vit en guerre avec tout ce qu'il ne peut pas contrôler, et plus il essaie de changer l'extérieur, plus il se détruit de l'intérieur. Être responsable de ce que tu ressens ne signifie pas être froid, cela signifie être sage. Cela signifie dire « cela m'affecte, mais cela ne va pas me gouverner. Cela m'a fait mal, mais cela ne va pas me définir. Cela m'a secoué, mais cela ne va pas me détruire. » Le stoïcien ne nie pas son humanité, il la dirige. Il ne se laisse pas emporter par le chaos de ses émotions, il l'observe et le transforme en action consciente. Si quelque chose te dérange, regarde-le en face. Si quelque chose te fait mal, comprends pourquoi. Si quelqu'un te trahit, décide ce que tu vas faire avec ça. Mais ne dis plus jamais qu'ils t'ont fait ressentir telle chose, comme si tu étais un objet sans volonté. Parce que tu ne l'es pas. Tu es un esprit libre si tu décides de te libérer. Ton pouvoir commence au moment précis où tu assumes que tout ce que tu ressens, penses et fais est de ta responsabilité. Pas de ton ex, pas de tes parents, pas de tes patrons, pas du temps, pas du passé. La tienne. Et quand tu acceptes cela, quand tu arrêtes d'attendre que le monde change pour te sentir bien, quelque chose s'allume en toi qui ne s'éteint pas facilement. La clarté. Celle qui te dit que oui, il y a des choses qui font mal, mais elles ne te brisent pas si tu ne te laisses pas faire. Que oui, il y a des gens qui échouent, mais ils ne te vident pas si tu ne te donnes pas. Que oui, il y a des jours de merde, mais même ces jours-là, tu choisis comment les affronter. Récupérer ton pouvoir est un acte de courage. C'est te regarder dans le miroir et arrêter de blâmer tout ce qui est autour. C'est reprendre le trône de ta forteresse intérieure, fermer les portes que tu as ouvertes par faiblesse et commencer à te gouverner avec fermeté, avec caractère et avec une vérité que tu n'as plus besoin de crier. Personne n'a plus de pouvoir sur toi que toi-même. 2. Le « je ne peux pas » n'existe pas, tu le dis seulement parce que tu as déjà abandonné. Un esprit qui dit « je ne peux pas » est comme un oiseau qui est né avec des ailes, mais qui insiste sur le fait que le ciel n'a pas été fait pour lui. Chaque fois que tu le répètes, tes ailes s'affaiblissent un peu plus, non pas par manque de force, mais par manque de foi. Le « je ne peux pas » n'est pas une déclaration de réalité, c'est une sentence auto-imposée qui enterre ton potentiel avant même de l'essayer. Et le plus tragique, c'est que nous ne le disons pas comme un mensonge, nous le disons comme si c'était vrai, comme si c'était déjà décidé que quelque chose est hors de notre portée. Personne ne naît avec des limites écrites. La limite naît lorsque tu commences à te parler comme un perdant. La phrase « je ne peux pas » est une façon élégante de se rendre sans paraître lâche, mais c'est exactement ce que c'est, une excuse bien déguisée. Et tu le sais. Parce que si quelqu'un te mettait une arme sur la tête et te disait d'essayer, tu le ferais. Peut-être que tu ne le ferais pas parfaitement, peut-être que tu échouerais, mais tu le ferais. Alors ce n'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu ne te pousses pas assez. Tu attends que les conditions soient parfaites, que la motivation t'accompagne, que la peur disparaisse comme par magie. Et pendant ce temps, le temps passe et tu continues à te vendre le même mensonge, je ne peux pas. Le stoïcisme ne tolère pas ce genre de langage, parce qu'il sait que ce que tu dis façonne ce que tu crois, et ce que tu crois détermine ce que tu fais. Marc Aurèle n'a pas dit « je ne peux pas » lorsque l'Empire s'effondrait. Épictète n'a pas dit « je ne peux pas » malgré le fait qu'il ait été esclave. Ils ont compris quelque chose que tu dois aussi comprendre. Le pouvoir n'est pas dans ce qui t'arrive, mais dans ce que tu décides de faire avec. Et quand tu dis « je ne peux pas », tu donnes ce pouvoir au confort, à la peur, à l'insécurité qui se nourrit de tes paroles. Chaque fois que tu répètes cette phrase, ton esprit l'enregistre comme un ordre. C'est comme si tu lui disais « arrête, n'essaie même pas, tu ne vaux pas assez ». Mais quand tu changes de langage, quand tu dis « je vais trouver un moyen », cela me dépasse pour l'instant, mais je vais grandir.
ton cerveau réagit différemment. Il s'active, il cherche des solutions, il crée des chemins là où il ne voyait auparavant que des murs. Parce que ta capacité n'est pas limitée par tes conditions externes, mais par ton dialogue interne. Personne ne naît en sachant tout. Personne ne commence en étant fort, courageux ou capable. On apprend, on construit, on s'entraîne. Mais si tu n'essaies même pas parce que tu t'es déjà dit que tu ne peux pas, tu deviens ton pire ennemi. Tu n'as pas besoin de plus de talent, tu as besoin de plus de décision. Tu n'as pas besoin de conditions parfaites, tu as besoin d'engagement. Et surtout, tu as besoin de surveiller chaque mot qui sort de ta bouche, parce que chaque mot est une brique dans la structure de ton esprit. Si ton langage est faible, ton caractère sera faible. Si ton langage est défaitiste, tes actions seront médiocres. La vraie limite n'est pas à l'extérieur, elle est dans ce que tu te répètes quand personne ne t'écoute. Alors la prochaine fois que tu es sur le point de dire « je ne peux pas », tais-toi. Respire, fais-le quand même si ta voix tremble, même si ton corps fait mal, même si ton esprit crie pour que tu t'arrêtes. Parce que chaque fois que tu brises ce schéma, chaque fois que tu affrontes quelque chose sans garantie, tu écris une nouvelle histoire en toi. Une histoire dans laquelle tu ne te caches pas derrière la peur, mais tu l'utilises comme moteur pour avancer. Et si tu échoues, ce n'est pas grave, tu as essayé. Et cela fait déjà de toi quelqu'un qui vit, pas quelqu'un qui survit en répétant des excuses. Le « je ne peux pas » est un poison doux. Il te tue lentement, mais sûrement. Brise cette barrière, même si tu dois le faire à coups de poing. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas seulement la réussite, il y a ton respect de toi-même. Et ça, mon frère, ça ne se négocie pas. 3. Si tu ne le remets pas en question, tu le répètes, et cela te détruit lentement. Beaucoup vivent comme des échos de voix étrangères. Ils marchent en répétant des phrases qui ne leur appartiennent pas, des coutumes qu'ils n'ont jamais choisies, des émotions qu'ils ont héritées sans les comprendre. Ils se lèvent chaque jour, non pas pour avancer, mais pour continuer à jouer un rôle que quelqu'un d'autre a écrit. Ils disent « c'est comme ça que je suis, c'est toujours comme ça ». C'est comme ça que j'ai été élevé, comme si c'était une identité. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'un déguisement confortable pour éviter la responsabilité de se transformer. Le « c'est toujours comme ça » est une façon d'enterrer le changement avant qu'il ne commence, une déclaration de capitulation déguisée en réalisme. Il est plus facile de se réfugier dans la tradition que de remettre en question le modèle. Il est plus facile de continuer à marcher en rond que de briser le sol et de construire un nouveau chemin. Le stoïcisme le rend clair. Ce que tu acceptes sans réfléchir te contrôle. Et si tu ne surveilles pas les idées que tu répètes, tu finiras par vivre une vie conçue par d'autres sans t'en rendre compte. Dire « c'est comme ça que je suis » est comme construire un mur autour de ton esprit. Un mur qui empêche l'entrée de ce qui est nouveau, défiante, nécessaire. C'est une excuse déguisée en identité. La véritable intelligence ne s'attache pas à ce qui a été, elle cherche ce qui peut être. Elle ne se lie pas à ce qu'elle a appris, elle l'évalue. Parce que évoluer exige un acte de rébellion interne. Regarder ton histoire dans les yeux et décider que tu ne vas pas continuer à la répéter comme un automate. Combien de fois agis-tu par habitude et non par conviction? Combien de phrases sortent de ta bouche comme un réflexe et non comme une décision? Si tu veux vraiment changer, tu dois revoir tout ce que tu prends pour acquis. Le « c'est toujours comme ça » est une prison confortable, mais c'est toujours une prison. Et personne qui cherche la liberté ne peut vivre en justifiant sa paralysie par l'histoire que d'autres lui ont imposée. Le passé ne s'efface pas, mais il ne commande pas non plus. Tu peux venir d'un endroit sombre et choisir la lumière. Tu peux avoir des cicatrices profondes et marcher avec dignité. Mais pour cela, tu as besoin de détruire le récit qui te retient. Peu importe si c'était ta famille, ton environnement, ton enfance, ce qui est important, c'est ce que tu décides de faire aujourd'hui avec tout cela. Et si tu l'utilises comme une excuse, tu nourris la même ombre que tu dis vouloir laisser derrière toi. Le stoïcisme ne te demande pas de nier ton histoire. Il exige que tu cesses d'être son otage.
Parce que chaque fois que tu dis « c'est comme ça que je suis », ce que tu dis vraiment, c'est « je n'ai pas l'intention de changer ». Non pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu préfères le confort de ce que tu connais à l'effort de ce qui est nouveau. Mais il n'y a pas de transformation sans inconfort. Il n'y a pas de croissance sans rupture. Et il n'y a pas de force sans décision. Ton devoir n'est pas de répéter, c'est de transformer. Tu n'es pas ici pour honorer des modèles morts, tu es ici pour les surpasser. Et cela commence quand tu brûles le langage qui les maintient en vie. Quand tu arrêtes de parler comme un répéteur automatique et que tu commences à penser, à choisir, à agir avec clarté. Quand tu arrêtes de protéger ce qui te limite simplement parce que cela te semble familier. Donc, si tu te respectes vraiment, ne dis plus jamais « c'est comme ça que je suis » sans te demander d'abord « est-ce que je veux vraiment continuer à être cela ?» Parce que celui qui ose se remettre en question commence à se libérer. Et celui qui se libère cesse de traîner de vieilles chaînes et commence à forger son propre chemin. 4. Ce n'est pas l'injustice qui te coule, c'est la façon dont tu choisis de répondre. Un charbon ardent ne brûle pas parce qu'il brûle. Il brûle parce que tu le serres dans ta main. Il en va de même pour les injustices. Elles ne te détruisent pas pour ce qu'elles sont, elles te détruisent pour ce que tu fais avec elles. Quand quelque chose est injuste et que tu réagis avec une colère incontrôlée, un sentiment de victimisation, une vengeance ou de l'auto-apitoiement, le mal ne vient pas de l'extérieur, il vient de toi. L'extérieur te blesse, mais ce qui te consume de l'intérieur, c'est la façon dont tu décides de le traiter. La plupart des gens pensent qu'ils ont le droit de s'énerver parce que quelque chose était injuste. Et oui, tu as peut-être toutes les raisons d'être en colère, mais cela ne fait pas de ta réaction une vertu. Réagir à partir de l'ego, de la douleur ou du désordre ne fait qu'amplifier le mal. Marc Aurèle disait que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais nos jugements sur eux. L'injustice, aussi réelle soit-elle, n'a pas de pouvoir sur ton esprit si tu ne lui ouvres pas la porte. Le véritable danger est de permettre que ta paix dépende de ce qui est juste ou injuste dans le monde. Parce que si tu fais ça, tu seras l'esclave de chaque personne qui ne sait pas te traiter comme tu le mérites. Un esprit stoïcien ne se plie pas à l'injustice, il l'utilise comme un entraînement. Quand quelqu'un te déçoit, tu peux l'utiliser comme une excuse pour te démolir ou comme une opportunité pour renforcer ton caractère. Tu peux le prendre personnellement et réagir comme un animal blessé. Ou tu peux t'élever et agir à partir de la raison. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. Le stoïcien ne devient pas insensible, il devient plus fort, plus clair, plus maître de lui-même. Ta réaction en dit toujours plus sur toi que l'injustice à laquelle tu fais face. Si quelque chose n'était pas juste, mais que tu réponds avec dignité, avec tempérance, avec vision, alors la situation ne t'a pas brisé, elle t'a renforcé. Mais si tu te laisses consumer par le ressentiment, si tu perds le contrôle, si tu permets que le pire de quelqu'un d'autre fasse ressortir le pire de toi, alors tu es devenu une partie du problème. Et ça, même si ça fait mal de l'admettre, c'est ta responsabilité. Il est facile de justifier une mauvaise attitude lorsque l'environnement est hostile. Ce qui est difficile, c'est de maintenir la vertu lorsque personne d'autre ne le fait. Mais c'est là que se mesure la véritable force. N'importe qui peut crier quand on le pousse, mais seul celui qui a cultivé son esprit est capable de rester ferme, sans laisser le chaos extérieur lui dicter comment se sentir ou agir. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un est injuste, cruel ou déloyal, mais tu peux contrôler si cela te transforme en la même chose. Tu peux choisir de ne pas répéter ce qui t'a blessé. Tu peux choisir de garder ton énergie et de l'utiliser pour grandir, et non pour t'épuiser à chercher la justice là où il n'y en a pas. Le monde ne sera pas toujours juste envers toi, mais tu peux toujours être juste envers toi-même, et cela signifie ne pas réagir de manière à te faire perdre le respect de qui tu es. Chaque fois que tu fais face à une injustice, pose-toi cette question. Cette réaction m'aide-t-elle ou me coule-t-elle? Si elle te coule, tais-toi, respire, éloigne-toi.
non par lâcheté, mais par stratégie, parce que ton esprit vaut plus qu'une colère passagère, parce que ta dignité n'est pas dans le fait de gagner une dispute ou de rendre un coup, elle est dans le fait de ne pas te rabaisser au niveau de ce qui t'a blessé. Ce n'est pas l'injustice qui te détruit. Ce qui te détruit, c'est de vivre en réagissant sans vertu. Alors, la prochaine fois que la vie te pousse avec force, reste calme à l'intérieur. Qu'il bouge, pas toi. C'est la différence entre un esclave émotionnel et un esprit qui a déjà compris ce qu'est le véritable pouvoir. 5. Ne dis pas que tu n'as pas le temps. Ce que tu ne priorises pas, tu ne le valorises pas. La vérité est que tu as le temps. Tu l'as toujours eu. Ce qui se passe, c'est que tu le gaspilles, le distribuant comme s'il était infini, le mettant au service de tout ce qui est urgent, superficiel, ce qui te distrait. Puis, quand il s'agit de toi, de ce qui te construit, de ce qui compte vraiment, tu te répètes l'excuse parfaite « je n'ai pas le temps ». Et là, juste là, tu commences à te trahir. Dire que tu n'as pas le temps est la façon la plus élégante de dire que quelque chose n'est pas assez important pour toi. Parce que tu l'as, seulement tu le remplis avec ce qui te donne une gratification rapide, avec ce qui t'évite de penser, avec ce qui t'anesthésie. Du temps pour les réseaux sociaux, pour les ragots, pour te plaindre, pour éviter l'inconfort, il y en a toujours. Mais du temps pour entraîner ton corps, lire quelque chose qui te réveille, t'asseoir pour organiser ton esprit, apprendre à être avec toi sans bruit. Cela tu le remets à plus tard, tu l'oublies, tu le laisses pour plus tard. Et ce plus tard devient une vie qui n'avance pas, qui se répète, qui s'éteint. Le stoïcisme n'accepte pas l'excuse du temps. Parce que si quelque chose est important, on le fait. Et si on ne le fait pas, c'est parce que ce n'est pas important. C'est aussi simple que ça. Marc Aurèle a écrit ses pensées au milieu des guerres, au milieu du chaos. Non pas parce qu'il avait plus d'heures que toi, mais parce qu'il savait que la vie s'échappe. Que ce que tu ne fais pas aujourd'hui, tu ne le feras probablement jamais. Que le temps est une monnaie que tu ne peux pas économiser, seulement dépenser. Et ce que tu fais chaque jour dit exactement ce que tu construis ou détruis. Tu choisis à quoi tu donnes ton temps. Et avec cela, tu choisis en qui tu te transformes. Si tu vis en courant après l'urgent, ce qui crie le plus fort, ce que tout le monde attend de toi, tu vas perdre l'essentiel. Ce qui te soutient, ce qui te connecte avec toi. Parce que l'important ne crie jamais, il murmure. Et si tu n'apprends pas à l'écouter, tu vas le perdre sans t'en rendre compte. Ne dis pas que tu n'as pas le temps pour guérir, pour t'entraîner, pour apprendre, pour écrire, pour penser, pour t'arrêter. Dis la vérité, tu ne le priorises pas, parce que tu préfères le confort de l'automatique à l'inconfort du nécessaire, parce que tu préfères remplir tes journées d'occupation sans but plutôt que de faire face à tes propres décisions. Mais tant que tu continues à te dire que tu ne peux pas, que tu n'atteins pas, que tu n'as pas la vie, tu continueras à vivre une existence fragmentée, désorganisée, frustrée. Le problème n'est pas le temps. Le problème est ton approche. Chaque minute que tu dépenses en choses qui ne te construisent pas est une brique que tu retires à ta vie. Et le pire, c'est que tu te plains ensuite. Tu dis que tu es bloqué, que tu ne sais pas pourquoi rien ne change, que tout te dépasse. Mais tu n'es pas dépassé, tu es déconcentré. Personne ne peut avoir de clarté si son esprit est plein de bruit, de choses en suspens, d'excuses qui semblent raisonnables mais qui te coulent. La personne vraiment intelligente organise son temps comme celui qui protège un trésor. Elle ne le donne pas à n'importe qui, elle ne le donne pas à la banalité. Elle l'investit dans ce qui la renforce, dans ce qui la fait avancer, dans ce qui la connecte à son but. Et si cela implique de déranger les autres, de dire non, de se déconnecter du bruit, elle le fait. Parce qu'elle comprend que celui qui ne prend pas soin de son temps renonce à son pouvoir. Alors la prochaine fois que tu vas dire « je n'ai pas le temps », tais-toi, respire et demande-toi sincèrement « est-ce que je ne fais pas ça parce que je ne peux pas ou parce que ça ne m'importe pas assez ?» La réponse peut faire mal, mais elle va te réveiller. 6.
Trompe-toi avec classe, le sage trébuche et se relève plus lucide. Faire des erreurs est comme tomber en pleine tempête. Tu ne peux pas éviter de te mouiller, mais tu peux choisir si tu restes allongé ou si tu te relèves plus fort. Les personnes vraiment intelligentes ne craignent pas l'erreur, elles l'utilisent comme un outil, comme un maître impitoyable qui ne pardonne pas la médiocrité mais récompense celui qui ose. Le problème n'est pas d'échouer. Le problème est de se cacher, de se paralyser, de faire semblant que rien ne s'est passé ou pire encore, de renoncer par orgueil. Parce que beaucoup ne craignent pas l'erreur en elle-même, ils craignent le jugement, la honte, le coup porté à leur ego qui leur rappelle qu'ils ne sont pas parfaits. Et c'est précisément là que se perd la possibilité d'évoluer. Le stoïcisme enseigne que l'erreur n'est pas une punition, elle fait partie du chemin. Chaque faux pas bien observé te donne un avantage. Il te force à t'arrêter, à réfléchir, à corriger. Le sage ne cherche pas les erreurs, mais quand il les trouve, il les étudie. Il les transforme en clarté, en amélioration, en caractère. Parce qu'il comprend que se tromper consciemment vaut 1000 fois plus que de réussir sans savoir comment. Il ne s'agit pas de se tromper par maladresse, mais de se tromper par audace. Celui qui ne fait jamais d'erreur n'essaie tout simplement pas assez. Il ne sort pas de sa zone de contrôle. Il ne grandit pas. Beaucoup vivent en essayant d'éviter toute erreur, comme si cela était synonyme d'intelligence. Mais ce n'est pas de l'intelligence, c'est de la peur. C'est de la rigidité, c'est de l'orgueil mal géré. Et ce type de peur te vole des expériences, te rend insécurisé, te fait douter de toi chaque fois que quelque chose ne se passe pas parfaitement. Parce qu'au fond, tu cherches à protéger une image, pas à construire une réalité. Tu es plus concentré sur l'apparence que sur l'apprentissage réel. Le sage n'a pas peur d'admettre qu'il s'est trompé. Il n'a pas besoin de le justifier. Il ne s'enferme pas dans des excuses. Il ne cherche pas de coupable. Il le regarde en face, l'assimile et continue d'avancer. Avec plus de conscience, plus de solidité, plus d'humilité. Parce que l'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est savoir que tu peux échouer et continuer à avoir de la valeur. Que tu peux trébucher et pourtant avancer la tête haute. Que tu peux tomber avec classe et te relever avec vision. C'est la différence entre celui qui apprend et celui qui stagne. Il n'y a pas de sagesse sans erreur, car la connaissance réelle se construit avec l'expérience, pas avec les théories. Et l'expérience comprend des moments inconfortables, des erreurs, des mauvaises décisions, des conséquences douloureuses. Tout cela fait partie du voyage. La clé réside dans la façon dont tu y fais face. Si tu utilises l'erreur pour justifier ta peur, tu t'enterres. Mais si tu l'utilises pour te polir, pour t'élever, alors tu fais ce que font les vrais forts, évoluer sans se perdre. Alors arrête de chercher la perfection. Arrête de t'exiger de ne jamais échouer. Cela ne fait que te remplir d'anxiété, d'insécurité, de paralysie. Apprends à te tromper avec classe. Non pas par négligence, mais par l'audace de quelqu'un qui sait qu'il construit quelque chose de grand. Parce que te tromper ne te retire pas de valeur, cela te la rappelle. Cela t'enseigne que tu restes humain, que tu continues à apprendre, que tu as encore beaucoup à découvrir. Et cela, loin d'être une faiblesse, est une preuve que tu es vivant, présent et prêt à continuer à grandir. L'erreur n'est un ennemi que pour celui qui a un ego fragile. Pour celui qui s'est déjà réveillé, l'erreur est une opportunité déguisée en coup. Et si tu sais en tirer parti, chaque chute te rendra plus clair sur qui tu es, sur ce que tu as besoin d'améliorer et sur jusqu'où tu es prêt à aller pour être quelqu'un qui ne parle pas seulement de vertu, mais qui la vit. 7. Demander de l'aide n'est pas abandonner, c'est accélérer ton évolution. Beaucoup marchent avec la poitrine gonflée et l'âme brisée. Ils s'accrochent à l'idée que tout faire seul les rend plus forts, plus respectables, plus dignes. Ils pensent que demander de l'aide est synonyme de faiblesse, comme si avoir besoin de soutien était un signe de défaite. Ils préfèrent l'épuisement, le silence, la fierté sèche, plutôt que d'admettre qu'ils ne peuvent pas tout faire. Et pendant qu'ils maintiennent ce masque d'indépendance absolue, à l'intérieur, ils sont en train de tomber en morceaux. Le stoïcisme ne glorifie pas la solitude forcée.
Il glorifie l'autosuffisance émotionnelle, la clarté intérieure, la tempérance, mais reconnaît aussi que l'être humain grandit en contact avec les autres. Personne ne devient sage en isolement total. Même les plus grands penseurs stoïciens ont appris en observant, en écoutant, en conversant, en posant des questions, parce que comprendre que tu peux apprendre de quelqu'un d'autre ne te dévalorise pas, cela te donne une direction. Cela ne te retire pas de mérite, cela te donne une stratégie. Et si ta fierté est si fragile qu'elle ne supporte pas d'être guidée, alors ce n'est pas de la fierté, c'est de la peur mal camouflée. Ce qui est vraiment pathétique, ce n'est pas de demander de l'aide. Ce qui est vraiment triste, c'est de la refuser quand tu en as besoin juste pour maintenir une image. Parce que pendant que tu essaies de paraître fort, le problème grandit, la charge s'accumule, l'épuisement s'approfondit. Mais tu ne le dis pas, tu serres les dents, tu agis comme si tout était sous contrôle, tu souris alors qu'à l'intérieur tu es en train de tomber. Et chaque jour que tu fais ça, tu sacrifies ton évolution pour maintenir une façade inutile. L'esprit fort n'est pas celui qui n'a jamais besoin de soutien, c'est celui qui sait quand et comment le demander sans perdre sa dignité. Parce que demander de l'aide n'est pas abandonner, c'est reconnaître tes limites pour les dépasser. C'est un acte de responsabilité, pas de défaite. C'est dire « je ne sais pas ça, je ne peux pas résoudre ça tout seul, et au lieu de rester à souffrir en silence, je vais chercher ce qui me manque. » Et c'est exactement ce que fait quelqu'un qui veut vraiment grandir. Il faut arrêter de voir l'aide comme une faveur qui te rend moins. L'aide est une ressource. C'est comme l'eau pour celui qui a soif, comme la lumière pour celui qui est perdu. Te refuser cela ne te rend pas plus fort, cela te rend plus têtu. Et l'entêtement, en excès, détruit plus que la faiblesse. Parce qu'il t'isole, te pousse au ressentiment, te transforme en un être qui porte tous les fardeaux du monde sans savoir pourquoi. Tu n'es pas venu pour porter tout, tu es venu pour avancer. Et si pour avancer tu as besoin de soutien, alors le demander fait partie du chemin, ce n'est pas un obstacle. Le sage sait quand parler et quand se taire, mais surtout, il sait quand faire le pas de dire « j'ai besoin d'aide ». Pas avec pitié, mais avec clarté. Pas avec